Bonjour, donc je vais vous parler un petit peu de monitoring. Je vais essayer de vous faire une petite démo à la fin. Si vous avez des questions, on essaiera de voir ça à la fin. On va essayer de respecter le timing qui est un petit peu tendu. Tout ce que je vais présenter, c'est pas du tout spécifique à OpenStack, même si on a une journée OpenStack. C'est assez valable pour n'importe quel déploiement cloud, que ce soit sur du cloud privé ou du cloud public. Donc je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Bimeo. Je vais revenir un petit peu après sur ce qu'on fait. On fait du monitoring. Je suis l'un des organisateurs du Meetup Toulouse DevOps et l'un des organisateurs d'un événement autour du logiciel libre qui s'appelle Capitol Libre, qui a eu lieu ce week-end, qui est à Toulouse. J'ai plutôt un background Ops, donc pendant un peu plus de 10 ans, j'étais amené à opérer pas mal de machines, donc notamment à base d'OpenStack. Donc on avait commencé des déploiements OpenStack à partir de 2012 et on était monté un peu plus de 500 machines virtuelles sur nos nœuds répartis sur 3 continents. À Bimeo, qu'est-ce qu'on fait? On fait une solution cloud de monitoring. Donc ça veut dire que vous avez un agent que vous installez sur votre serveur qui va remonter les métriques et nous on se charge après de toute la partie un petit peu plus difficile du monitoring, donc le faire scaler, le stocker toutes vos métriques et vous restituer ça sous forme à la fois visuelle, donc via des dashboards et via des alertes que vous allez recevoir par mail, par SMS et tous les moyens qu'on peut imaginer. On a construit Bimeo parce que dans notre vie précédente, on avait essayé de trouver une solution, notamment quand on avait commencé à déployer de l'OpenStack avec des infrastructures qui devenaient élastiques, où on démarrait des machines assez rapidement. On n'avait pas forcément trouvé de solution qui nous convenait. Donc c'est pour ça que la genèse est venue. Malgré tout, on n'est pas reparti from scratch. Vous allez voir qu'on a réutilisé un certain nombre de briques open source. Donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Toutes les briques open source qui peuvent vous permettre de construire un monitoring qui est un petit peu plus moderne, un petit peu plus élastique. Je vais faire un petit sondage pour commencer. Dans la salle, vous avez plutôt un background qui est plutôt Ops. Ok, il y a des gens qui ont plutôt un background dev. Ok. On peut lever les deux mains si vous faites du DevOps. Vous avez le droit. Au niveau des outils que vous utilisez, il y a des gens qui utilisent du Nagios encore, je pense. De moins en moins. Non mais c'est pas grave. Hein. J'ai un slide après qui le critique, mais c'est pas grave. Du Zabbix, du Graphite, et des outils en cloud du type Datadog ou autre, ou New Relic, non? Personne? Ok. Donc j'ai repiqué un tweet qui était à... Voilà, ça fait sourire. À la CraftConf, donc c'était une conférence qui avait lieu au printemps. La personne, c'est James Turnbull qui avait fait cette conférence. Donc c'est quelqu'un qui est VP de Kickstarter, qui est chairman de la conférence qui s'appelle Velocity, donc qui est une conférence organisée par O'Reilly qui est sur le thématique de la DevOps. Il a écrit des bouquins sur Nagios, sur Puppet. C'est un ancien VP de Puppet. Et donc il avait fait cette phrase en disant Nagios c'est formidable si vous avez déployé votre infrastructure en 2003. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont familières avec Nagios. Voilà, vous avez beaucoup de choses à faire à la main. Si vous voulez avoir une infrastructure qui est élastique avec Nagios, ça devient relativement compliqué parce qu'il va falloir scripter énormément de choses. C'est pas un outil qui a été prévu pour des infrastructures élastiques. Vous faites plutôt l'inventaire une fois en disant j'ai une base de données, j'ai un serveur HTTP et ça reste en dur. Je ne parle même pas de l'interface dont la CSS date d'avant 2003. L'un des problèmes, c'est que le monitoring tel qu'on l'a vu, qu'il a été fait par Nagios, qu'il est fait encore par un certain nombre d'acteurs, c'est un monitoring qui est très centré sur l'infrastructure et vraiment l'infrastructure de type bare metal. Donc vous êtes là pour surveiller, vous dire mon serveur il est up, j'ai ma base de données qui tourne et mon serveur de HTTP tourne. Ça a été fait
par les ops et c'est tourné par les ops. Donc vous avez l'habitude d'avoir sur votre Nagios une ligne rouge quand il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau qui dit non mais c'est normal, c'est un serveur de test, t'inquiète pas, tout va bien. Le monde a évolué. Aujourd'hui, on est plus sur des microservices, sur des conteneurs, sur des machines virtuelles, des infrastructures qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus flexibles, qui changent tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est peu pris en compte par ces outils-là. Et il y a aussi un aspect qui est complètement pas pris en compte, c'est tout l'aspect métier. Donc c'est super de savoir que votre serveur de base de données tourne et que votre serveur Apache tourne, mais c'est peut-être aussi intéressant de savoir que vous continuez à vendre sur votre site marchand et que votre panier d'achat il continue à fonctionner. Parce qu'au final, c'est ça qui vous intéresse. Donc si tout le back-end tourne, mais qu'à la fin, en fait, votre utilisateur il peut pas se loguer pour une raison ou pour une autre et qu'en fait, il n'y a plus personne qui achète sur votre site, c'est peut-être beaucoup plus important que toutes les autres métriques et toutes les autres checks que vous aviez jusque-là. Donc ce qui a changé, c'est qu'au lieu d'avoir vraiment des checks binaires, on en est arrivé à avoir des checks avoir des métriques. Donc tous les systèmes de monitoring modernes vont vraiment travailler sur tout ce qui est métrique. Donc les métriques de performance, donc savoir en combien de temps aussi votre site répond. C'est aussi votre utilisateur. On sait très bien que si vous mettez 2 minutes à afficher chaque page et que vous voulez lui vendre quelque chose, il va rapidement aller voir ailleurs pour acheter son produit. Alors que peut-être que votre monitoring il est en train de dire que votre serveur Apache il répond nickel et que votre serveur de base de données nickel aussi. Donc on va vouloir vraiment mesurer de plus en plus de choses, mesurer de plus en plus finement. Donc on est passé de ce qu'on avait sur des softs tels que Munin ou Cacti où on avait des métriques toutes les 5 minutes, on va maintenant mesurer à toutes les 10 secondes. Alors il y a des choses qui étaient faites avec ARD il y a quelques années qui ont un petit peu disparu avec des outils comme Graphite qui étaient vraiment de dire on va garder un maximum de granularité et d'être capable aussi de remonter dans le temps. Parce que par exemple c'est très intéressant si vous avez un phénomène qui est périodique, on va prendre par exemple un exemple de génération de P, tous les mois vous générez votre P, peut-être que c'est intéressant de comparer ce qui se passe aujourd'hui, le 30 du mois quand vous générez votre P, avec ce qui s'est passé le mois précédent. Si vous avez changé votre infrastructure, si vous avez changé de version de logiciel, peut-être que si vous avez des problèmes, c'est intéressant de regarder est-ce que c'est mon soft qui a changé et donc là il y a un problème, ou est-ce que au contraire vous avez changé l'infra, etc. Enfin, essayer de comparer les deux informations devient extrêmement critique et intéressant. Un des paradigmes qui va changer aussi avec ce type de fonctionnement et avec des métriques, c'est le fait non plus d'aller pôler régulièrement vos serveurs, mais vraiment de pusher de l'information. Donc, on voit les problèmes aujourd'hui sur des systèmes comme Nagios, ou tous ceux qui ont dérivé, qui ont gardé le même fonctionnement, d'aller orchestrer le pôle de toutes les remontées de données devient extrêmement complexe. On a pu discuter très récemment avec Cozy Cloud, c'est public, ils l'ont tweeté, qui a son Insiga qui a explosé en vol parce qu'à plus de 5000 machines, il n'arrive plus à pôler. Donc le push c'est extrêmement simple, vous vous retrouvez avec un load balancer et puis vous êtes capable après de distribuer derrière, donc tout ce qui devient orchestration et distribution de charge devient extrêmement plus confortable. Donc je l'ai déjà rapidement évoqué, il y a l'aspect dynamique, donc le fait d'avoir de nouvelles VM, vous êtes sur votre OpenStack, vous démarrez des VM, vous avez des conteneurs Docker, vous créez des conteneurs Docker parce que vous avez des nouvelles releases, vous avez rajouté des services. C'est quelque chose qui va être essentiel sur le monitoring moderne. Il y a un aspect j'y reviendrai à la fin, qui est extrêmement compliqué sur ces outils-là, et qui va demander un couplage justement là avec votre système de cloud, donc que ce soit de l'OpenStack ou tout ce qu'on peut imaginer. C'est quelle est la différence entre un serveur qui ne fonctionne plus et un serveur que vous avez détruit. L'outil a besoin d'avoir l'info de la part de votre cloud pour ça. Et c'est pratiquement le seul moment où il va avoir besoin d'infos pour ça.
Il y a un aspect de haute dispo aussi qui va être assez important aujourd'hui. Enfin, si le monitoring devient extrêmement critique, tout le monde veut des services qui tournent 24/24, 7/7, 365 jours par an. Même le site intranet sur lequel vous pouvez faire quoi que ce soit, vous voulez que ça tourne. Les gens, ils accèdent le samedi, le dimanche, ils ont un VPN, c'est génial. Donc le monitoring, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à garder toujours fonctionnel. Je parle de l'aspect on-demand, je vais y revenir un petit peu plus dans le détail après. C'est aussi, vous fournissez via du cloud, via de l'infrastructure as a service, une infrastructure on-demand. Le monitoring, comme vous fournissez une base de données as a service, comme vous fournissez un autre élément as a service, peut devenir un de ces éléments de l'infrastructure as a service parce que tout le monde veut pouvoir avoir des informations sur comment fonctionne le service, l'infrastructure qui est liée à ce service. À ce titre-là, c'est un des éléments clés. On parle beaucoup un des buzzwords du moment, c'est DevOps. Donc, on parle beaucoup d'avoir de l'intégration entre le développeur et l'opération. Intégrer votre monitoring depuis le début de votre projet pour qu'il soit intégré dans le soft et ensuite visible, c'est très important de pouvoir, et ça va bénéficier à tout le monde, d'avoir toutes les métriques qui soient des métriques purement système, donc savoir combien de requêtes de bases de données vous avez, mais aussi combien vous avez de sessions courantes d'utilisateurs, combien vous avez un certain nombre de métriques. Donc là-dessus aussi, c'est quelque chose qui va être extrêmement clé. Ça peut passer par des API, donc vous allez définir comme classiquement un certain nombre d'API pour que votre développeur puisse pousser toutes ces métriques dans cette API. Au-delà de, je prends DevOps, mais ça peut aller au-delà. Si on commence à pousser des métriques clés, ça veut dire que chacun, vous allez pousser toutes les métriques, que ce soit des métriques système, je l'ai dit, des métriques métiers. Ça veut dire que les équipes système vont avoir leurs informations, elles vont avoir leur dashboard. Les équipes de dev vont aussi avoir leur dashboard, ça peut les aider à débugger. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des équipes marketing qui peuvent avoir des données qui leur sont dédiées et qui vont les intéresser. Donc elles ne vont pas se retrouver avec des dashboards style Nagios où il y a juste du rouge et du vert qu'elles ne comprennent pas. Elles vont vraiment avoir tout un tas d'outils à disposition et qui vont leur permettre de travailler. Alors j'ai un peu taquiné Nagios et ses amis, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme briques aujourd'hui qui permettent de construire une solution de monitoring que je vais qualifier d'un peu plus moderne, d'un peu plus élastique, d'un peu plus adapté à ce type d'infrastructure. Il y en a plein, c'est relativement encore en phase de bêta, donc vous allez voir, il y a des outils qui sont encore à leur... Oups, non, c'est bon. Qui sont encore à leur phase de démarrage, donc ça va être, c'est un petit peu jeune. J'ai mon micro qui est en train de partir. Le premier logiciel qui est connu depuis très longtemps, c'est CollectD, donc c'est un des logiciels qui va vous permettre d'aller sur votre système et d'aller vérifier l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation de toutes les données système. Il a tout un tas de plugins, c'est écrit en C++, c'est relativement ancien, mais ça marche bien. Un des outils qui est réapparu récemment, c'est Telegraph. C'est écrit par l'un des auteurs d'une société qui s'appelle Influx Data, donc il va faire une base de données qui s'appelle InfluxDB, sur laquelle je vais revenir après. C'est écrit en Go, et ça refait c'est un peu une réimplémentation en Go de C++. Et la grosse différence, c'est qu'il va être, au lieu de tirer les dépendances comme le faisait CollectD, et donc de tirer 300 mégas de dépendance, si vous l'installez sur une Debian ou une Ubuntu, vous allez avoir un gros binaire qui contient tout. Donc vous avez quand même moins d'empreintes sur votre système. Et l'autre aspect positif, c'est qu'il est
plus activement développé, et donc il va prendre en compte tout un tas de bases NoSQL modernes que vous pouvez trouver. Donc ça bouge plus et il est plus au goût du jour. Il y a d'ailleurs un plugin OpenStack qui est en train d'arriver sur le trunk actuel. Donc là, on va collecter les métriques, on va remonter tout ça, donc on va falloir le stocker. Donc pour ça, on va utiliser une base de données time series database. Alors, c'est une base de données NoSQL. C'est une base de données un petit peu spécifique parce que sa principale caractéristique, c'est que vous allez seulement écrire de nouvelles valeurs. Vous allez très très rarement aller avoir à éditer une valeur qui date qui est un petit peu plus vieille dans l'historique. C'est toujours possible avec ces bases de données là, mais en général c'est coûteux et pas vraiment prévu dans le use case. Donc tout ce que vous voulez, c'est enquiller très rapidement des données et pouvoir les ressortir, voire après faire un certain nombre d'opérations. Le soft le plus historique qui existe sur le sujet, c'était Graphite. C'est un logiciel qui est écrit en Python avec une interface web qui est en Django. Ça a été vraiment un des précurseurs des outils de monitoring modernes. Son petit inconvénient, c'est qu'il écrit plein de fichiers sur le disque et qu'il est assez peu scalable. Donc si vous voulez multiplier ça vraiment sur de très grosses infras, ça devient un petit peu compliqué. Malgré tout, il y a des utilisateurs, GitHub est un très très gros utilisateur de Graphite, donc ils ont quand même une infrastructure qui est respectable. Le deuxième outil sur lequel on peut s'orienter, c'est OpenTSDB. Il repose sur HBase, donc sur Hadoop. C'est fortement scalable, ça a plein d'avantages, mais c'est relativement complexe à mettre en place. Enfin, si vous avez déjà administré de la Hadoop, vous savez de quoi je parle. Même si ça s'améliore, c'est reste quand même quelque chose, un ticket d'entrée assez élevé. Il y a InfluxDB, c'est la base que je vais utiliser moi dans ma démo après, c'est la base qu'on utilise aujourd'hui derrière Blimeo. C'est une base qui est écrite en Go, là c'est une des bases NoSQL un peu à la mode du moment, donc vous téléchargez, vous unzippez l'archive, vous démarrez et ça marche. Ça a une interface, tout ont une interface HTTP pour pousser les métriques. Vous allez voir, c'est assez magique. Ils ont fait des petits changements récemment sur leur mode de licensing et notamment sur le clustering qui sont un petit peu compliqués, mais bon. Je peux pas ne pas parler de Gnocchi. Donc il y a une conférence, je ne sais pas dans quelle salle, à 14h de Julien Danjou sur le sujet, qui reviendra d'ailleurs en détail sur les différentes bases que je cite là, et qui donnera certainement des arguments plus pointus sur chacune des bases. Et pourquoi est-ce qu'ils ont réécrit Gnocchi ? Gnocchi, c'est écrit en Python, donc ça fait partie du projet OpenStack, et ça fait globalement la même chose, ça fait des time series databases, et ça stocke toutes les données, donc soit sur disque dur, soit sur du Ceph, soit sur du S3. Donc on a généré nos données, on les a écrites dans une base de données, maintenant on va vouloir les visualiser. Il n'y a pas beaucoup d'outils de visualisation. Enfin, il y a un qui prend une énorme place, qui est Grafana. Donc, c'est un outil pareil, open source, qui permet de définir tout un tas de dashboards. C'est assez sympa, c'est assez customisable et ça fait le job. Il y a l'éditeur d'InfluxDB qui fait un outil qu'ils ont libéré il y a une dizaine de jours qui s'appelle Chronograph, qui est assez proche. Enfin, c'est dans les deux cas, Grafana est réécrit en Angular JS, donc et Chronograph est écrit en React, mais ça reste des outils assez riches en termes de front-end. Chronograph est assez proche et très bien intégré avec tous les outils de la stack d'Influx, mais voilà, Grafana est très générique et très sympa. Il y a tout un tas d'outils après que vous pouvez aussi utiliser. Là sur la photo, c'était un Atlas Board. Donc c'est un dashboard écrit en Node.js qui est édité par Atlassian, qui est open sourcé par Atlassian. Donc vous avez toute la possibilité. Il va après aller scheduler, chercher des métriques. Donc en l'occurrence, ce dashboard là, ça allait chercher dans du graphite. Il y a un élément qui est encore assez pauvre,
qui est tout ce qui va être, enfin vous avez donc on a généré de données, on les a écrites dans un outil on les a stockées, on les a visualisées, mais malgré tout, de temps en temps vous allez dormir, vous allez manger, vous restez pas forcément devant votre écran pour regarder que tout se passe bien. Donc c'est bien d'avoir un outil qui va permettre de générer des alertes, qui va pouvoir analyser quelles sont les métriques et qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est un domaine qui est encore relativement jeune et peu mature. Il y a Riemann qui existe depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, c'est écrit en Clojure. C'est assez précurseur, mais c'est un peu obscur et du coup assez peu utilisé. Nos amis d'InfluxDB ont créé Capacitor, qui est encore relativement dans une phase bêta. Ça fait un peu plus d'1 an que ça existe et malheureusement ça peine à décoller. Et il y a un outil dans OpenStack qui s'appelle AOD, qui aussi permet de générer ce genre qui va permettre de traiter ce genre de métriques, qui est aussi à un âge très avancé un âge très avancé. Alors je vais pas faire comme ça la démo, mais désolé. Donc le but de la démo, c'est un peu de reprendre tous les outils qu'on a montrés et de voir comment très simplement on est capable de générer en quelques minutes quelque chose de sympa. C'est comme toujours, la démo c'est facile, on va avoir un effet démo peut-être, mais c'est facile de faire un proto. Après, ce qui est difficile dans le monitoring, j'en ai parlé, c'est d'atteindre, si vous faites du as a service, avoir ça qui est disponible facilement aux utilisateurs, c'est d'avoir de la haute dispo, c'est tous ces petites choses qui vont être un petit peu plus compliquées à mettre en place. Alors je sais qu'on est à un OpenStack Day, mais je vais quand même faire du Docker. Les gens, Telegraph, InfluxDB et Grafana ont la gentillesse de mettre une image publique dispo sur le Docker Hub. Donc on va simplement réutiliser ces images publiques pour se bootstrapper une infrastructure de monitoring et donc avoir quelque chose qui est assez sympa en quelques minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est assez... donc les ressources, là, ça seront sur l'URL, sur mon GitHub, là, ce que j'ai posé tout à l'heure. On va prendre, donc, pour générer des métriques, on va utiliser Telegraph. On prend le conteneur officiel. Tout ce qu'on fait, c'est de mapper des ports. Donc j'utilise un Docker machine que j'ai juste créé avant d'arriver. Et j'ai fait un Docker pool des images, histoire de ne pas attendre 50 ans que les images soient téléchargées par le Wi-Fi. Je vais remapper le fichier de Telegraph. J'ai juste ajusté 2-3 choses pour que les noms de machines sur la base InfluxDB correspondent. Mais c'est mineur, tous les fichiers de conf sont dans le GitHub. On lui donne accès au Docker, ce qui va lui permettre de détecter quand il y a un nouveau Docker qui est généré. La base Influx, même chose. On prend l'image officielle. On va utiliser Grafana. Je vais démarrer un Redis parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'après on va montrer un petit peu ce que permet de faire la Jérôme Limeo, qui est complètement open source, qui est sur GitHub, qui va permettre en plus de vraiment faire l'inventaire en fait automatiquement de toutes les ressources qui sont sur la machine. Donc ça c'est l'interface d'Influx qui vient de démarrer. Donc hop. Donc c'est sur mon Docker machine, donc c'est un 99-100, c'est la première machine sur ce réseau-là. Il y a une interface HTTP d'admin qui est sympa, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe. Alors,
Si je le mets sur les données qui sont remontées par télégraphe, je crois que c'est télégraphe qui faisait la tête. Il manque un M. Il a l'air de remonter des choses. Donc on a toutes les données que va remonter automatiquement Télégraphe. Donc là j'ai absolument rien configuré, j'ai rien configuré, j'ai juste redémarré les containers Docker. Donc il est en train de monitorer le CPU de ma machine qui tourne sur ma VirtualBox qui a été générée par Docker Machine. Donc de base on a le CPU, la mémoire, le disque, quelques infos noyaux et les process. Donc c'est un langage qui est assez proche du requêtage SQL. Hein. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec toutes les données de CPU. Donc un flux il permet d'enrichir un peu par rapport au time series database. Donc en plus de la valeur, enfin le timestamp et la valeur pure, il enrichit. Donc il va taguer avec des données supplémentaires. Donc il y a l'hôte. Il y a la colonne CPU qui va être des tags un petit peu supplémentaires qui vont permettre d'avoir des infos, quel type de CPU, etc. Vous avez. Donc ça c'est sympa. Si je reviens sur Grafana, donc par défaut, pareil, dans mon Docker, je lui ai précisé que comme j'étais dans un réseau extrêmement sécurisé, je voulais me loguer avec admin. Là, vous êtes en train de créer un dashboard, donc par défaut, il vous propose un truc vide. Donc la première chose à faire, c'est dire que vous allez vous mapper sur votre InfluxDB. Donc vous définissez une data source. On va l'appeler InfluxDB. On va dire que c'est un InfluxDB. Donc vous voyez que Grafana va supporter tout un tas de bases de données dont la plupart j'ai parlé tout à l'heure. Donc CloudWatch c'est la partie Amazon, Elasticsearch c'est une autre base de données NoSQL. Donc il y a Graphite, InfluxDB, OpenSTSDB. Et il y a Prometheus qui est un outil open source qui est un petit peu en vogue, qui fonctionne un petit peu différemment, mais qui est notre outil de monitoring actuellement qui fait pas mal de boom. Ma base de données, elle s'appelle Télégraphe. On lui donne un utilisateur bidon. Ouais. Merci. Hop. C'est bon mon localhost, non? On a un proxy, ça s'appelle Télégraphe, route. Il y a doté. Non, il n'est pas copain. Bon, ok, super. Chance, ça marche pas, mais bon. Non. Il manque un slash aussi. Ouais.
Yes. Donc une fois qu'on a défini sa ressource, on peut se redéfinir un nouveau dashboard. Hop. Et là, vous pouvez rajouter donc des lignes. Donc rajouter un graphe, par exemple. Où vous avez la possibilité après d'aller choisir la métrique. Vous pouvez prendre le CPU, etc. Donc je ne vais pas vous faire refaire la démo complète. Je vais charger un dashboard depuis un fichier JSON que j'ai sur mon disque. Oui, tu peux ignorer. Hop. Donc voilà, là j'ai chargé un dashboard qui est à partir de toutes les données qui sont générées par le télégraphe, donc depuis que mon télégraphe est lancé, un peu plus de 5 minutes, qui va nous grapher tout ce qui est mémoire, tout ce qui est nombre de process, le load de la machine, et vous avez la possibilité après de mettre des widgets un peu plus sympas avec des gros chiffres, enfin voilà, vous avez tout un tas de possibilités. Faut le définir à la main, mais par contre vous êtes capable d'aller, je repère le micro, d'aller rechercher toutes les données que vous pouviez agréger. Telegraph va offrir un port graphite, donc le graphite c'est quelque chose d'assez basique qui va vous permettre, ou des ports aussi StatD, donc vous allez pouvoir pousser des données très simplement dans votre monitoring et après les réutiliser sur le dashboard. Il y a Adrien qui me dit 5 minutes en même temps, donc c'est pour ça que je rigole. Si on revient sur notre influx, donc il y avait une base de données qui était on va y arriver. Telegraph, il y a une base de données qui est Metrix, qui va être à peu près la même chose. Donc en fait, ça va utiliser Telegraph pour générer des... je vais y arriver. Ça va utiliser Telegraph et l'agent Blimeo, donc, qui encore une fois c'est complètement open source, c'est du Python, vous pouvez l'utiliser. Il sait écrire non seulement sur le cloud de Blimeo, mais il sait écrire aujourd'hui directement dans un InfluxDB. Je rechange de base. Hops. Lui, il va en plus détecter automatiquement tous les services. Donc par exemple, si vous utilisez un télégraphe, il faut aller lui dire par exemple que vous avez un Redis qui tourne, etc. Je vais lui faire chaud. Non. Et chaud, c'est mieux. On va y arriver. Hops. Donc par exemple, là tout à l'heure, si vous avez regardé en détail je suis repassé sur Telegraph. Si vous avez regardé en détail, j'ai lancé un Redis. Donc par exemple, là on va avoir des métriques qui sont associées à Redis, donc on va avoir automatiquement un Redis status qui va apparaître. Et si par exemple je lançais de nouveaux services, si je lance depuis mon Docker un Nginx, je vais de la même façon avoir un Nginx status, etc. Donc il va aller enrichir avec activer tous les plugins automatiquement que permet de gérer Telegraph. Donc il y a une bonne cinquantaine de plugins qui sont automatiquement supportés et qui vont permettre de mesurer
tout ce que vous voulez dans votre infrastructure. Allez. Non, pourquoi est-ce que je suis sorti du slideware? C'est intéressant. Donc voilà, en quelques minutes, on a été capable avec Docker de créer un outil de monitoring. Tous les fichiers sont en ligne, tous les fichiers de conf et tout le Docker Compose est en ligne. Vous pouvez recréer la même chose chez vous très facilement. Et vous pouvez hoster assez facilement un outil de monitoring qui va être relativement sympa et élastique. La dernière chose qui va manquer après c'est l'intégration avec OpenStack ou avec votre fournisseur de cloud parce que ça va être valable. Donc pour ça, vous avez tout un tas d'outils avec les notifications d'OpenStack qui vont vous permettre, à chaque fois que vous créez une VM, de souscrire avec votre monitoring qui va vous permettre de dire dans ce cas-là, je crée une VM. Alors, la création de VM, c'est jamais un gros problème parce que vous pouvez avoir depuis votre VM la machine qui va aller directement s'enregistrer sur votre monitoring. Le plus compliqué, ça va être si vous détruisez votre machine, savoir que votre machine elle a bien été détruite. Donc là, vous avez besoin de la notification pour savoir que vous avez détruit votre machine et c'est pas que la machine a planté et donc remonter de manière totalement inutilement une alerte. C'est un domaine qui bouge beaucoup aujourd'hui, le monitoring. Il y a de gros acteurs, j'ai dit il y a Prometheus qui est en train d'arriver, qui change un peu, même s'ils ont une architecture qui est énorme, qui est basée sur du pool. Il y a des nouveaux outils, donc il y a Gnocchi, il y a Influx qui essaie de bouger beaucoup. C'est des problématiques qui sont assez proches de tout ce qu'on est dans l'Internet des objets. Donc en général, quand on dit Internet des objets, en ce moment, il y a tout le monde qui s'excite un peu, mais voilà, on est vraiment dans un mode où on va collecter de la donnée, on va agréger beaucoup de données et après on va faire, aujourd'hui il y a des gens qui commencent à essayer de vouloir faire du machine learning sur toutes les données qui sont accumulées pour pouvoir avoir quelque chose de sympa et vraiment être au maximum proactif et se dire voilà, quand je réveille quelqu'un, quand je vais générer l'alerte, c'est que vraiment on a fait déjà tout ce qu'on pouvait faire avant d'aller voir réveiller un humain. J'ai fini, j'ai presque rattrapé le retard, je pense. Si vous avez des questions, c'est maintenant, sinon je traîne toute la journée dans le coin. N'hésitez pas. Merci. C'est un engin qui est en mémoire ou c'est quelque chose qui est assez léger? Le but c'est qu'il soit le plus... on essaie que le monitoring ait le moins d'impact possible sur l'infrastructure. Donc oui, on essaie de limiter au maximum la mémoire. Maintenant, ça a forcément une utilisation mémoire. On a fait pas mal de tests. Normalement, il a quand même une empreinte qui est assez limitée. On le fait tourner sur plein de Raspberry Pi ou des choses comme ça qui a quand même des ressources assez limitées. On est à quelques pourcentages de mémoire, quoi. Moins de 10% de mémoire. Deuxième question, c'était plus la partie sur la base de données. Est-ce que vous avez déjà essayé de monter sur des niveaux de monitoring de VM qui sont assez importants? Après, là, vous expliquez rapidement un petit peu la façon dont on peut faire pour supprimer le monitoring en récupérant des événements de OpenStack. On a descendu une VM de manière, on va dire, programmée ou de manière, on va dire, impromptue. C'est toute la combinaison qui arrive avec tous ces mécanismes de remontée de métriques dans lesquels on a des labels en général qui sont posés sur les métriques et qui font de l'indexation qui va devenir assez compliqué pour le moteur en lui-même. Est-ce que vous observez des choses? Le stockage est compliqué. Julien en reparlera cet après-midi sur la partie Gnocchi et c'est parce qu'il trouvait pas ce qu'il voulait, notamment dans les outils que j'ai cités.
ça a un coût qui est non négligeable. Enfin, aujourd'hui, en termes d'exploitation, si on prend les coûts d'infrastructure de la solution Blimeo, c'est ce qui va driver le coût. Enfin, c'est le stockage, notamment parce que il y a effectivement beaucoup d'index, beaucoup de choses comme ça. Enfin, on garde du coup la granularité aujourd'hui sur un an, donc 10 secondes de monitoring sur un an, ça fait pas mal de choses. Pour donner un ordre d'idée, sur une machine qu'on démarre aujourd'hui comme ça, from scratch, on prend un Linux sans service, sans rien quasiment. On met l'agent Blimeo et on regarde ce que ça sort avec un télégraphe et en nombre de métriques. Ça fait à peu près 120 métriques. Donc toutes les 10 secondes, ça fait 1 500 000 points par jour à peu près. Donc ça, multiplié par le nombre de machines, ça fait vite pas mal de problématiques. C'est pour ça que je dis que le monitoring est vraiment une problématique qui est complexe. C'est pour ça qu'il y a des acteurs cloud aussi qui naissent, parce que faut gérer la scalabilité, la redondance de ces outils-là. Oui. Vous avez présenté les solutions de gestion d'éléments qui étaient assez jeunes et peut-être pas production ready pour l'instant. Quelles alternatives on a aujourd'hui? Aujourd'hui sur Blimeo, on fait du custom. On a du code Python à nous qui fait ça. On avait regardé, comme on était pas mal parti sur la stack d'Influx, on avait assez regardé Capacitor, mais typiquement Capacitor aujourd'hui il n'y a pas de clustering. Il ne sait pas trop prendre en compte le clustering d'Influx. Donc s'il y a vraiment un élément dans la chaîne qui déconne, on est marron quoi. Et c'est un peu dommage pour quelque chose qui gère des alertes quoi. Donc oui. Est-ce que le moteur de Vimeo ou un autre permet d'avoir des métriques dans le futur? Des métriques dans le futur. Des prévisions, du prévisionnel? Non, on est en train d'essayer de travailler, tout le monde un peu dans le secteur travaille sur un peu du machine learning, justement être capable de dire, l'exemple que je prends souvent, c'est dire, si mon disque il est en train de grossir, si je passe typiquement on fonctionne par seuil, si je passe le 90% à 3h du matin, je réveille quelqu'un. Si d'après votre espace disque, et si vous êtes capable de dire qu'en fait il faut 6 mois pour remplir votre disque, ça n'a aucun intérêt de réveiller quelqu'un à 3h du matin. Donc on est en train de travailler ça, mais aujourd'hui à ma connaissance il y a très peu d'acteurs. Il y a un acteur cloud qui a annoncé il y a 2 semaines qu'ils étaient en train de faire des choses, et j'ai pas regardé encore dans le détail ce qu'ils annonçaient, mais c'était vraiment les prémices pour l'instant. Donc il n'y a pas encore vraiment de choses prévisionnelles en place. Mais ça va arriver, il y a de l'engouement sur le machine learning, sur plein de choses, donc ça va forcément arriver. Est-ce qu'il n'y a pas des projets intégrés dans OpenStack pour le monitoring, style Sensu, je crois? Après, il y a Sensu, il y a des plugins, il y a certains qui ont des plugins pour aller relever des métriques dans OpenStack. Aujourd'hui, c'est plus des plugins qui vont remonter des données. Là, Telegraph est en train d'en releaser un. Il est en phase de revue quasi finale. Mais voilà, ça prend encore un petit peu de temps. Mais ça va arriver. Après, on est vraiment, du coup, avec OpenStack, on est vraiment sur du monitoring d'infrastructure. Si on parle d'infrastructure as a service et de as a service pour quelqu'un, on est vraiment sur des métriques très bas niveau qui va être pour les gens qui vont exploiter le cloud OpenStack et pas forcément intéresser tout le monde. Je pense que le monitoring peut aller au-delà de purement monitoring d'infrastructure et justement avoir des métriques métiers, avoir des métriques qui sont plus largement partagées que les purs ingénieurs système, on va dire. Justement, c'est ce que je disais en introduction, qu'on a changé pour les microservices, les API, etc. Et quelque part, le business, lui, veut savoir si le service est rendu à la limite au CPU. Et qu'est-ce qu'on, en automation, qu'est-ce qu'on peut faire?
En termes de qu'est-ce qu'on peut remonter automatiquement, après, faut que du coup vos développeurs aillent, quand ils prévoient le service de dev, pousser des métriques et des informations dans l'outil de monitoring. Donc ça va être à eux de prendre. Là, c'est vraiment de définir des interfaces qui sont claires, partagées entre tout le monde. Donc là-dessus, on réinvente rien. Il y a le Graphite existe, StatD existe. Il y a plein de mécanismes qui sont déjà existants, qui marchent bien, qui vont permettre de pousser des informations et après qui vont être disponibles dans l'outil de monitoring. Donc vous allez pouvoir comparer votre CPU et votre volume de panier d'achat. Je prends le volume de panier d'achat parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde et qui est simple. Et dire si quand je monte quand le CPU s'emballe, mon panier d'achat augmente, c'est pas grave, je monte du trafic. De corréler des métriques et d'aller vraiment au-delà, quoi. Mais il faut effectivement que les développeurs aient cette démarche de dire je mets en place aussi des outils de monitoring, et le fait d'avoir des outils de monitoring as a service, des dashboards sur lesquels ils peuvent accéder, ils se sentent partie prenante du projet et du produit, va aussi les aider à mettre en place des choses. Ils vont pas mettre en place quelque chose dont ils voient pas du tout l'intérêt, qu'ils ne verront jamais, etc. Donc ça a quand même aussi, ça demande, on retombe dans le DevOps, essayer que tout le monde se parle et collabore de manière un peu intelligente. On me dit qu'il faut aller manger. Merci beaucoup.